Oui, voilà. Bon, bienvenue à tout le monde pour cette deuxième séance du séminaire. Alors, aujourd'hui, on va écouter Abdulhamed Ba, qui est donc maître de conférence en géographie à l'université d'Evry Paris-Saclay et qui travaille notamment sur l'émigration, donc le développement d'une manière assez générale, et puis l'émigration. Et donc, il va potentiellement évoquer un peu plus un sujet en particulier, donc les Chinois à Dakar. Et peut-être d'ailleurs également les Sénégalais en Chine, éventuellement. En tout cas, pour le titre, c'est les Chinois de Dakar, donc des grandes entreprises aux petits commerçants. Et donc, Abdoul, je vous laisse commencer, éventuellement préciser quelques affiliations ou, en tout cas préciser votre présentation générale. S'il vous Merci. Écoutez, merci beaucoup, Xavier. Merci, Thierry, pour cette invitation à votre séminaire. Et je suis très honoré de pouvoir échanger avec vous, parce que j'ai eu bien sûr l'occasion de lire vos publications. Et c'est une chance aussi d'avoir participé à la rédaction d'une revue Présence asiatique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entre les mains. Et j'ai bien sûr apprécié le papier présenté par Xavier euh, dans ce document-là. Alors, la présence chinoise en Afrique est un sujet effectivement très intéressant. Euh, on note un regain d'intérêt, en tout cas, pour ce, ce champ, aussi bien les Français, enfin, on va dire les Occidentaux, les Africains, un peu moins quand même, compte tenu de la réalité africaine, hein, de la recherche en Afrique, et puis bien sûr les Asiatiques aussi, puisque j'ai eu la chance, lors de mes déplacements en Chine, de constater qu'on a des centres d'études sur l'Afrique. Donc c'est dire vraiment que c'est un domaine qui intéresse beaucoup. Euh, il est aussi travaillé par des chercheurs de différentes disciplines, géopolitologues, politistes, géographes, économistes, s'intéressent à cette question des relations entre la Chine et l'Afrique, au point où le concept de China-Afrique est né. Alors moi, je ne saurais pas vous dire la date précise, peut-être que Thierry pourra nous le dire, mais je sais que dans ces 15 dernières années, on parle de China-Afrique. D'ailleurs, c'est très amusant de voir que ce terme China-Afrique fait penser à la France-Afrique, avec tout ce que ça recouvre comme problème. Alors, les études sur les relations entre l'Afrique et la Chine sont, sont intéressantes dans la mesure où elles augurent un changement de paradigme dans les relations entre un continent et un pays. Je dis bien un continent et un pays, puisque la Chine, euh, voilà, on le sait, 1,4 milliard de personnes. Elle est aussi peuplée que les 54 États africains. Euh, la Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 3,3, donc on va dire 3 fois plus. Mais ce qui fait l'intérêt, ce qui peut être l'intérêt de cette étude et de cette comparaison, euh, c'est que la Chine pèse plus de 17% du PIB mondial, en tout cas, et puis au niveau du commerce international, la Chine est bien représentée, est présente partout. On a décidé aujourd'hui de parler de l'Afrique, mais la Chine est présente dans beaucoup de pays du monde. Quant à l'Afrique, elle pèse très peu, malgré sa population, 1,4 milliard de personnes, malgré les 54 pays qui composent ce continent. En tout cas, dans les échanges commerciaux, l'Afrique, c'est à peine 3%. Alors, dans mon intervention, je tenterai, si vous le permettez, de faire un bref historique de la mise en relation entre la Chine et l'Afrique, avant vraiment d'aborder la question des petits commerçants. Javier l'a dit, j'ai commencé à travailler sur ce champ euh, en 2016. J'ai effectué une mission voilà, de terrain, on va dire ça comme ça, en Chine en 2016, puis en 2018, où j'ai eu
l'occasion de me rendre dans 3 villes différentes, dans 3 villes, bien sûr Pékin. Je vous dirai pourquoi Pékin, puisque je souhaitais échanger avec les diplomates africains en poste à Pékin pour comprendre cette coopération bilatérale. Puis, j'ai pu me rendre à Wuhan. Pourquoi Wuhan? Puisque c'est l'une des villes qui accueille le plus grand nombre d'étudiants africains. Et bien sûr, Guangzhou, pour qui travaille sur la Chine. On sait que Guangzhou, Canton, est véritablement le point de chute de beaucoup d'Africains, en tout cas originaires des pays subsahariens. Donc voilà, et 2 missions qui m'ont vraiment permis de mieux comprendre les relations entre la Chine et l'Afrique par le bas. Autrement dit, les hommes d'affaires, plus précisément les commerçants. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, comme Xavier l'a souligné, c'est vraiment mon angle d'attaque ou d'approche de cette relation entre la Chine et l'Afrique. Alors, je disais que cette relation entre l'Afrique et la Chine est intéressante. Pour preuve, dans son article, l'émigration chinoise en Afrique au temps des nouvelles routes de la soie, paru dans la revue Homme et Migration en 2023, notre collègue ici présent, donc Javier Oregon, écrit, je cite, des documents chinois attestent de la présence chinoise sur les côtes orientales africaines au XVe siècle, donc bien avant les Occidentaux. Hein, Javier, je ne me trompe pas, tu l'as bien écrit, non? Il ne m'entend plus. Je t'entends. Tu Je confirmes, confirme. tu confirmes que tu as bien écrit ça? Oui, oui, oui. D'accord, donc jusque-là, ça va. Donc, des échanges entre le monde chinois et africain sont très anciens. Mais l'Afrique de cette époque et la Chine de cette époque, vous conviendrez avec moi, sont très différentes des Afriques d'aujourd'hui. Vous voyez, je provoque en disant des Afriques d'aujourd'hui, mais je pense que nos collègues géopolitologues sont d'accord avec cette acception, puisque les 54 États africains sont très différents, culturellement parlant, socialement parlant, politiquement parlant, enfin, géographiquement parlant, au sens géographie physique, hein, entre l'Afrique du Nord, peuplée d'arabo-berbères musulmans, et l'Afrique du Sud, où on voit bien la différence. Alors, les contextes ont beaucoup changé et la Chine, comme l'Afrique, ont connu, bien sûr, des transformations majeures. Je vais, si vous le permettez, faire une approche diachronique en citant quelques dates. Déjà, l'Afrique a connu, bien sûr, une période coloniale. La partie la plus dense, c'est quand même celle qui va de 1885 à la suite de la conférence de Berlin jusqu'à 1960, date des indépendances. Vous voyez, je fais vite puisque ceux qui nous écoutent connaissent bien cette histoire. Mais là où c'est intéressant quand même, je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'à partir de 1960, la plupart des anciennes colonies africaines accèdent à l'indépendance. Je dis bien la plupart, puisque nous avons encore quelques pays qui n'ont pas réussi à obtenir leur autonomie. Je pense à la Guinée-Bissau, je pense à un autre pays proche, Cap-Vert, etc. Mais ce qui est intéressant, à partir de 1960, déjà un peu avant, ces États, ces jeunes États indépendants se regroupent dans des mouvements. Vous rappelez tous de la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie. Donc cette conférence regroupe les pays africains et les pays asiatiques avec un objectif, bien sûr, assurer la souveraineté des États qui sont déjà indépendants ou qui aspirent à l'indépendance, mais surtout, et ça je pense c'est important à noter, une coopération économique et culturelle entre l'Asie et l'Afrique. Moi, je pense que c'est vraiment un point de départ d'une coopération entre l'Afrique et l'Asie. Et on pourrait aujourd'hui voir quels sont les pays qui ont réussi à développer cette coopération
en dehors de la Chine. La Chine, c'est une autre affaire. On va le faire aujourd'hui, en tout cas dans nos échanges. Et donc, c'est à partir de ce moment que la Chine commence en tout cas à se positionner, si vous permettez l'expression, comme le grand frère des pays qui sont dans une situation fragile. Aujourd'hui, on utilise l'expression des pays en développement, mais en tout cas, où les pays du sud global, voilà aussi une nouvelle expression qui aujourd'hui est utilisée dans les travaux, dans les échanges. En tout cas, la Chine, d'ores et déjà, commence à se positionner comme le grand frère, comme le leader de ce mouvement, compte tenu bien sûr de sa taille démographique, compte tenu de sa superficie, compte tenu de beaucoup de choses. Mais il y avait déjà une ambition. Peut-être qu'à l'époque, tout le monde ne le savait pas, mais aujourd'hui, quand on regarde comment la Chine est arrivée à s'imposer en Afrique, on voit bien que c'était vraiment pensé déjà. Et les choses commencent à être très intéressantes, puisque la structure des jeunes États dans les années 1960, et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans beaucoup de pays africains, est caractérisée par une proportion très importante d'agriculture. Et ce n'est pas étonnant que la Chine, qui commence à travailler avec les pays africains, même les autres, hein, l'Indonésie, la Birmanie de l'époque, tous ces pays-là, en tout cas, commencent à investir le secteur agricole. Leur aide concernait le secteur agricole. Si nous prenons le cas de la Chine, les aides techniques concernaient bien sûr la mise à disposition ou le don de matériel agricole. Moi, j'ai pu le voir au Sénégal, la présence chinoise au milieu des années 70, même avant, hein, au début des années 70, on a déjà quelques champs rizicoles. C'est le cas, par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, surtout dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, du côté de Podor, on a une présence chinoise. C'est aussi le cas en Casamance. Nous sommes là dans des zones qui sont très favorables aux activités agricoles, notamment la riziculture. Mais ce n'est pas tout. La Chine commence aussi à aider les pays africains dans l'exploitation, par exemple, les extractions de mines. Enfin, en Afrique du Sud, on l'a vu un peu, dans certains pays de l'Afrique centrale aussi. Bref, petit à petit, la Chine commence à investir d'autres secteurs. Hein. Là, j'insiste sur le secteur agricole, mais la santé aussi. Donc, c'est une présence qui se décline à partir de certains secteurs, je dirais, privilégiés, ou en tout cas des secteurs qui intéressent davantage les Africains ou dans lesquels les Chinois considèrent qu'ils peuvent apporter leur aide. Les années 1970, vous voyez, je vais citer quelques dates comme ça, et c'est un hasard que les dates que j'ai retenues couvrent une décennie. Donc, 1970, la Chine veut montrer sa présence. La méthode veut, je dis bien montrer, donc rendre vraiment lisible sa présence, et la méthode est simple et imparable. C'est la construction des équipements de grande envergure. Je peux citer là deux exemples. La construction, par exemple, la ligne de chemin de fer en Tanzanie, dans les années 70. C'est aussi la construction d'un grand palais du peuple à Kinshasa, au Zaïre, dans les années 1975-76. Donc, la Chine commence en tout cas à réaliser des constructions de grande envergure, des choses très lisibles, je dirais même des constructions ostentatoires, et ça permet effectivement aux autres États africains de se rendre compte de ce que la Chine peut faire, puisque à partir des années 1970, les États africains commencent à échanger des déplacements des chefs d'État d'un pays à un autre. Et donc, on peut imaginer les chefs d'État qui se rendent au Zaïre à l'époque et voir la construction d'un grand palais comme ça du peuple à Kinshasa, en disant, tiens, voilà ce que les Chinois peuvent faire. Au point d'ailleurs où aujourd'hui, à l'époque, on n'utilisait pas l'expression, mais aujourd'hui, on parle de la diplomatie du bâtiment.
en diplomatie du bâtiment, ça signifie que la Chine vraiment réalise des bâtiments très importants. 1980, donc 1980, il y a dans la politique chinoise, dans cette politique de coopération économique et culturelle, mais surtout coopération économique pour l'instant, la recherche d'une proximité avec les pays du Sud. Et quand je dis proximité, c'est vraiment commencer à inviter quelques chefs d'État. Enfin, ça se fait d'une manière bilatérale, mais en tout cas, il y a un début avec Deng Xiaoping qui encourage cette relation. 1900, 1990, 1990, même déjà avant 1985, on voit que le gouvernement chinois ou l'État chinois encourage avec Jiang Zemin dans les années 1990, encourage ses compatriotes à émigrer. Et ça, Xavier le disait tout à l'heure, moi je me suis intéressé à la Chine quand j'ai constaté qu'il y a vraiment une politique migratoire chinoise qui est très, très importante, déjà avant, mais surtout à partir des années 90, l'État chinois encourage ses compatriotes à partir. Sans doute que le président Jiang Zemin a fait référence à un proverbe chinois que beaucoup d'entre vous connaissent. Les Chinois disent que l'eau qui stagne pourrit, alors que celle qui coule est pure. Donc, il y a dans l'esprit des Chinois que la mobilité, c'est quelque chose qui est bien, même si le régime politique parfois n'a pas facilité du temps de Mao Tse-tung les mobilités internes, voire externes. Mais en tous les cas, il y a dans la philosophie chinoise que cette mobilité peut être très enrichissante. 1994, donc on arrive déjà au milieu des années 90, l'État commence vraiment à appuyer cette présence oui, chinoise en Afrique, notamment les entreprises qui commencent à s'installer durablement en Afrique, à réaliser des projets importants. Et l'État crée donc des outils de financement des activités des entreprises chinoises à l'étranger. On peut citer comme outil la création de la Banque chinoise de développement ou la Banque d'import-export. Donc, vous voyez, il y a vraiment une politique, des outils pour faciliter cette présence chinoise en Afrique. En 2000, alors là, c'est le grand tournant. En 2000, la Chine accède à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On rentre donc dans un nouveau système qui facilite en tout cas cette relation entre la Chine et le reste du monde, puisque les échanges commerciaux seront facilités. Alors, puisque les échanges commerciaux sont facilités, ils viennent compléter les autres formes d'échanges qui existaient déjà avant, on assiste à une diversification des acteurs de cette coopération Chine-Afrique. Les entreprises sont déjà là, mais progressivement, des migrants chinois commencent à s'intéresser à l'Afrique, mais en tout cas, j'entends par migrants des petits commerçants, excusez l'expression, des petits commerçants commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et dans le même temps, en tout cas dans mes recherches, c'est dans les années 2000 aussi que les Africains commencent à s'intéresser au continent asiatique, puisqu'on voit qu'il offre des opportunités. Absolument, la Chine offre des opportunités, même si les autres pays aussi offrent des opportunités. C'est surtout la Chine qui attire les Africains. Et donc, il y a un mouvement de va-et-vient entre la Chine et l'Afrique, qui est alimenté par ces petits commerçants chinois qui sont en Afrique et des hommes d'affaires africains qui sont en Chine. Et donc, c'est dans cette situation qu'on note, si vous voulez, une présence qui peut être caractérisée par des outils déployés par l'État, mais aussi une présence par le bas, par des personnes, je ne dirais pas aventurières, mais en tout cas
des Chinois qui sont dans la migration et qui essaient d'identifier des points de chute pour s'enrichir et réinvestir soit dans leur pays d'origine ou peut-être aller dans d'autres continents. Donc, cette relation, qui est une relation économique, s'accélère au point où aujourd'hui, la Chine est considérée comme le deuxième partenaire commercial de beaucoup d'États africains. Le Sénégal, par exemple, l'Algérie, pourtant deux pays qui ont des économies un peu différentes, ont la Chine comme le deuxième partenaire derrière la France. À l'échelle du continent africain aussi, la Chine est considérée comme le deuxième partenaire économique, puisque les échanges entre ces deux pays ont pris une tournure très importante. Alors, les entreprises chinoises qui sont présentes en Afrique, les grands entrepreneurs, gagnent des appels d'offres et s'installent en Afrique en s'appuyant parfois sur des cadres africains. On l'a vu au Cameroun, hein, il y a la construction, par exemple, du pont de Douala ou d'autres infrastructures dans d'autres pays sont réalisées avec, bien sûr, des ingénieurs chinois, mais aussi des ingénieurs africains qui sont formés dans les pays occidentaux, parfois en Afrique et parfois aussi en Chine. Et ça, j'y reviendrai quand je vous parlerai un peu de Wuhan. Et donc, ces entreprises gagnent des appels d'offres. On a cherché à comprendre comment. Bien sûr, dans la plupart des cas, ces entreprises sont moins disantes, c'est-à-dire qu'elles proposent de réaliser des activités, des infrastructures avec, bien sûr, un budget inférieur au budget proposé par les Occidentaux, même si c'est quelques millions, c'est déjà intéressant. Et ils utilisent, comme je l'ai indiqué, la main-d'œuvre locale de plus en plus, puisqu'on assiste quand même en Afrique aujourd'hui à un relèvement de la qualification. Et puis, on n'est plus dans la période où la Chine faisait venir des prisonniers pour travailler dans les activités, dans les chantiers en Afrique. C'est une période qui est en tout cas limité. C'est un recours qui est limité, même si il peut encore exister, mais il est de plus en plus limité. Alors, troisième critère qui explique le recours, entre guillemets, aux entreprises chinoises, c'est que pendant que les Chinois réalisent des infrastructures de grandes envergures, il y a aussi des infrastructures de moindre envergure qui sont réalisées, entre guillemets, gratuitement. Et donc, il y a cette contrepartie. C'est une manière, entre guillemets, de corrompre les États africains parce que oui, je vais réaliser la ligne de chemin de fer ou je vais réaliser l'autoroute, comme c'est le cas à Dakar, mais et puis je vais, en gagnant le marché, je pourrais aussi réaliser d'autres activités, d'autres infrastructures dans votre pays de moindre envergure gratuitement. Donc, on a là des constructions, effectivement, de bâtiments grandioses. D'ailleurs, à ce propos, je demanderai à Xavier s'il peut montrer justement la photo du grand théâtre de Dakar. Peut-être que vous pouvez la voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, pour ceux qui ont eu l'occasion de se rendre en Chine, si vous voyez ce bâtiment-là, vous pouvez imaginer que vous êtes en Chine parce que effectivement, la plupart des constructions chinoises ont voilà, ce côté majestueux, voilà, c'est impressionnant. Bref, je ne suis pas un architecte, mais on voit tout de suite que les grands bâtiments construits dans beaucoup de villes africaines sont parfois le fait des Chinois. Il y a, je n'ai pas montrer la photo ici, je ne l'ai pas d'ailleurs à côté de moi, mais c'est aussi le cas du stade de l'Amitié à Dakar. Hein. Pour ceux qui ont visité Dakar, il y a un très grand stade qui a été construit par les Chinois il y a plusieurs décennies. C'est le cas aussi de la mosquée d'Alger, qui est considérée comme la troisième plus grande mosquée du monde, construite par les Chinois. Alors, ce qui est intéressant ici en parlant des grands entrepreneurs, c'est aussi la diversité des infrastructures. Voilà, j'ai parlé des ponts, j'ai parlé des autoroutes, des barrages, voilà, des bâtiments différents, en tout cas aux fonctions différentes. Ici, un grand théâtre, un grand palais du peuple à Kinshasa,
la mosquée d'Alger. Vous voyez, ce sont des bâtiments qui ont des fonctions différentes, mais qui sont tout à fait témoins de cette ingéniosité, de cette expertise. Alors, la présence chinoise, comme je le disais tout à l'heure, s'est manifestée ces dernières années, en tout cas ces 10 dernières années, par les commerçants. Voilà. Les commerçants sont bien sûr des Chinois qui sont venus de la Chine et qui veulent, si vous voulez, vendre des produits en se faisant ravitailler, bien sûr, depuis la Chine, puisque les contacts sont faciles. Les ambassades chinoises sont présentes dans presque chaque pays. Et il y a aussi des commerçants, en tout cas des personnes qui travaillaient dans des chantiers et qui ont développé des petites activités et progressivement se sont intéressés au commerce. Voilà. Donc, il y a ces deux types de figures, les Chinois qui viennent, rien que pour développer des activités commerciales, et puis des Chinois qui étaient dans des chantiers et qui par la suite sont restés puisque l'opportunité s'est présentée. Alors, quelle est la nature de ce commerce? C'est peut-être ça qui est intéressant, puisque travailler sur les relations entre l'Afrique et la Chine, c'est bien sûr voir les retombées de cette relation, les effets, si vous préférez, de cette relation, des effets positifs, mais aussi des effets, il faut le dire, négatifs, puisque on le verra que les Chinois, si on prend le cas de Dakar, ont occupé l'un des boulevards les plus fréquentés. Ça, je trouvais ça très intéressant. Ils sont arrivés, en tout cas, à s'installer dans le boulevard le plus intéressant, qui, à l'époque, le plus intéressant, le plus fréquenté, compte tenu, bien sûr, des aménagements. C'est un boulevard qui est large et qui relie, si vous voulez, le centre-ville au reste de Dakar. Mais dans les années 80, même au milieu des années 80, vers la fin des années 80, je dirais, quand vous vous promenez à Dakar, c'est un joli quartier et ce n'était pas un quartier commercial, loin de là. Et il serait intéressant de voir comment les Chinois ont réussi à installer leurs entreprises, mais à l'époque, c'était juste c'est encore aujourd'hui le cas, au rez-de-chaussée, au niveau des magasins, ils louaient des cantines pour vendre leurs marchandises. Et aujourd'hui, ce boulevard est complètement occupé par les boutiques chinoises. Et là aussi, je demanderai à Xavier, s'il le veut bien, montrer peut-être quelques cartes, enfin quelques photos. Voilà. Vous pouvez donner le nom du boulevard? Alors, le boulevard du Centenaire. Le boulevard du Centenaire, centenaire comme le chiffre 100, centenaire, et d'aucuns appellent ce boulevard aussi boulevard Général de Gaulle. Donc, on a les deux noms, les allées du Centenaire ou boulevard du Général de Gaulle. C'est un boulevard vraiment qui est très, comme son nom l'indique, hein, très, très large, et qui relie le centre-ville aux autres quartiers de Dakar. Donc, il est très, très fréquenté. Oui, Excusez-moi, c'est le boulevard qui part de la place de l'Indépendance? oui, qui descend, voilà, qui descend. Boulevard Qui descend vers le port? Comment? Non. Qui Oui, descend oui, vers le port? Ah oui, oui, d'accord. voilà, donc c'est ça. Boulevard du Centenaire ou allée du Centenaire ou boulevard Général de Gaulle. Donc, parfois, on a plusieurs noms comme ça qui sont donnés à des rues. Bon, je reviens donc sur mon propos concernant ces commerçants. Donc, là aussi, quelques collègues africains y ont travaillé, bon, de 10, 15, 20, 30 jusqu'à 120 boutiques aujourd'hui. C'est des photos que j'ai prises il y a à peine un mois. Hein. J'étais au Sénégal et j'ai pris ces photos à partir d'un taxi. Voilà, comme vous pouvez le voir, la plaque d'immatriculation montre bien qu'on est au Sénégal ici. Hein, vous voyez SN, qui montre bien qu'on est au Sénégal. Et ce qui est intéressant, en parlant des petits commerçants, entre guillemets, chinois. Et là, ces petits commerçants chinois ne vendent
pas que des tissus comme on le voit ici, mais il y a beaucoup d'autres outils, enfin beaucoup d'autres objets qui sont vendus. Alors, des chaussures, beaucoup de vêtements, bien sûr, parce que vous savez, hein, en Afrique, l'art vestimentaire est très apprécié. Les femmes sont très élégantes, elles apprécient d'acheter des vêtements. Et donc, les Chinois ont compris que ce sont des objets qu'ils peuvent vendre facilement. Mais ils vendent aussi des ustensiles de cuisine, des chaises en plastique, beaucoup de choses vraiment sont vendues comme dans tous les marchés qu'on peut voir dans le monde. Donc, on peut retrouver beaucoup de choses. La difficulté, c'est que, enfin pour les Africains, pas pour les Chinois, puisque c'est une bonne affaire, la difficulté, c'est que ces prix sont très intéressants, sont très abordables pour les Africains, en tout cas pour la clientèle, et ça pose un problème aux artisans sénégalais, par exemple, qui vendaient des chaussures en cuir ou qui pouvaient vendre des vêtements confectionnés par les tailleurs, pas des tailleurs de luxe comme on le voit en Europe, mais des tailleurs, les artisans. Donc, tout cet artisanat africain commence, en tout cas dans les villes, commence à subir cette présence chinoise puisque la plupart de leurs activités voilà, commencent à rencontrer des difficultés. La concurrence, si vous voulez, est très rude. Et mieux, puisque je rentre du Sénégal, on avait déjà décidé, Xavier et moi, de ce séminaire. Je suis allé au Sénégal pour d'autres raisons, mais j'en ai profité pour me renseigner davantage et enquêter et observer davantage sur cette réalité chinoise. Et j'ai constaté, c'est un sacré hasard, puisque tout à l'heure, en regardant l'image de Thierry, on a un mall, China Mall, à Dakar. Je n'ai pas eu la chance d'aller visiter ce China Mall, mais ça montre que les Chinois sont vraiment en train de s'implanter au point où il y a un grand centre commercial chinois à Dakar. Et ce n'est pas fini. Pour l'instant, ils sont à Dakar, mais je suis persuadé que dans les années à venir, avec notamment le développement des infrastructures routières et ferroviaires au Sénégal, si on reste sur le cas du Sénégal, ces mêmes Chinois seront sans doute à Dakar, à Saint-Louis, dans les moyennes villes sénégalaises. Et donc, il y a, je pense, je vais peut-être m'arrêter là, que cette présence chinoise, dans la discussion, je pourrais parler justement de cette coopération entre guillemets entre les Chinois commerçants et les Africains commerçants en Chine. Je pense que cette présence est aujourd'hui protéiforme. Les entrepreneurs sont dans leur domaine avec beaucoup de chiffres d'affaires, mais nous avons aussi des petits commerçants et ils commencent à investir tous les secteurs. J'entends pas tous les secteurs. Les Chinois vendent tout, achètent tout et vendent tout. Et ils peuvent même, en achetant en Afrique, vendre des produits aux Chinois qui sont en France ou aux Chinois qui sont en Chine. Donc, c'est un système qui est très rodé, puisque c'est un réseau, c'est une diaspora qui est très structurée, qui est très organisée. Et il y a une aide, une solidarité entre les Chinois qui font qu'ils réussissent plus facilement leurs activités partout où ils sont. Et je pense que c'est peut-être ça qui peut changer la donne. Et les Africains comprennent aussi que la présence chinoise peut être intéressante, en tout cas parce que ça facilite l'accès à certains produits et en même temps, ça pose aussi des problèmes à l'artisanat africain qui ne peut pas concurrencer, si vous voulez, les produits chinois qui sont à des prix très abordables et qui montrent aussi effectivement voilà, certaines facilités. Par exemple, au niveau des ustensiles de cuisine, les Chinois fabriquent beaucoup d'ustensiles de cuisine que les artisans africains ont parfois du mal à fabriquer. Donc voilà, Xavier et Thierry, ce que je souhaitais en tout cas montrer, des grandes entreprises qui font des chiffres d'affaires très importants et qui, dans une certaine mesure, transmettent un savoir-faire. Il y a quand même un petit transfert de savoir, puisque les ingénieurs africains sont impliqués, même s'ils ne sont pas des postes de chef, ils sont quand même associés dans ces chantiers. Et puis, la présence des petits commerçants. Et donc, on a, si vous voulez, deux niveaux. Le niveau
des grands entrepreneurs soutenus par l'État chinois, et puis les petits commerçants qui sont aussi soutenus par l'État, mais à moindre coût, puisqu'ils vont et viennent quand ils veulent, alors qu'une grande entreprise en Afrique a besoin quand même d'un soutien de l'État chinois, puisque pour gagner ses appels d'offres, avoir une garantie, une sécurité pour déployer ces hommes en Afrique, il faut vraiment s'appuyer sur la coopération bilatérale. Donc, il y a ces deux formes de coopération, une coopération bilatérale forte, dynamique, et une coopération par le bas, qui est le fait des petits commerçants. Il reste maintenant à voir, peut-être que ça peut être un champ très important. Il reste à voir la coopération décentralisée entre les villes chinoises et les villes africaines. En tout cas, moi, j'ai pu assister en Chine à un forum organisé par la ville de Canton, qui avait invité, bien sûr, quelques hommes d'affaires chinois qui souhaitaient investir en Afrique. Et ils avaient aussi, par la même occasion, invité le maire d'une grande ville sénégalaise, la ville de Thiès. Mais on ne peut pas parler pour l'instant d'une coopération décentralisée comme on le voit entre l'Afrique et l'Europe, notamment entre la France et le Mali, ou entre la France et le Sénégal, ou la France et la Mauritanie, une coopération de ville à ville. Pour l'instant, les études ne montrent pas une très grande dynamique dans ce domaine-là. En revanche, la coopération bilatérale est forte. Pour terminer sur ce mot-là, depuis 2000, la Chine accueille régulièrement les chefs d'État africains lors du sommet Chine-Afrique qu'ils appellent le FOCAC, c'est-à-dire le Forum pour la coopération Afrique-Chine, où on a 53, 52 États qui sont présents. Les seuls États qui ne sont pas invités, ce sont les États qui ne soutiennent pas la Chine par rapport à son, comment dirais-je, sa position par rapport à Taïwan. Je pense qu'il y a le Swaziland, c'est peut-être le seul État d'ailleurs que j'ai en tête, mais la plupart des États africains aujourd'hui reconnaissent la République populaire de Chine et soutiennent le fait que Taïwan doit rester dans le giron de la Chine. Donc voilà, Xavier et Thierry, ce que je souhaitais vous présenter avant que nous échangions, si le temps le permet. Merci Abdoul. Effectivement, vous voyez que j'avais mis ce fond d'écran parce que j'avais été un petit peu orienté par le titre que vous aviez donné à la séance. Je pensais qu'on allait avoir une approche un petit peu plus anthropologique ou ethnographique. Bon, vous êtes parti sur une présentation, une réflexion sur les relations Chine-Afrique, très personnelle, et je vous en remercie. Mais ça provoque chez moi quand même un certain nombre de réactions par rapport à un certain nombre de choses que vous avez pu dire. Euh, je prendrai d'abord ce que vous avez dit à propos de l'expression Chine-Afrique. Alors, ce qui était symptomatique dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez commencé par utiliser une expression anglophone, China-Africa. Or, en anglais, il n'a pas du tout le même sens qu'en français. Ce n'est pas la traduction réciproque. Vraisemblablement, la première expression est l'expression française. Et elle a été forgée pour critiquer, dès le départ, avant même qu'il se soit réellement passé quelque chose, l'établissement de relations entre la Chine et l'Afrique, dans la mesure où elle concurrençait les relations entre la France et l'Afrique. Et la meilleure façon de les disqualifier, c'était précisément de les assimiler à des relations que une partie de la population refusait, hein, ou une partie de la population politique refusait. Donc, c'était Chine-Afrique, et ceci d'autant plus que vous aviez à la manœuvre au départ un personnage assez sulfureux, qui est emblématique de la France-Afrique, qui est Pierre Falcon.
qui est réfugié à Pékin parce qu'il est devenu persona non grata en France avec un mandat d'arrêt sur sa tête. Et c'est lui qui a été au début à la manœuvre et qui a servi de conseiller. Bon. Donc, si vous voulez, les deux expressions ne sont pas strictement équivalentes, hein. Pour les anglophones, la France-Afrique, c'est pas quelque chose qui résonne immédiatement. Et donc, quand ils parlent de Chine-Afrique, c'est quand même sentimentalement ou je sais pas, émotionnellement moins significatif. Mhm. Ensuite, une chose que j'ai relevée, c'est l'encouragement à la migration. Mhm. Je crois que, au contraire, Mhm. la Chine a toujours été réticente et a toujours contrôlé la délivrance des passeports dans une mesure où la seule voie de sortie, ce n'était pas la voie de sortie légale, mais la voie de sortie illégale. Et que donc que vous aviez un certain nombre de passeurs, hein, qui aidaient contre monnaie sonnante et trébuchante un certain nombre de euh, ressortissants chinois à trouver leur chemin vers l'Europe ou accessoirement vers l'Afrique, quand ils ne passaient pas d'abord vers l'Europe avant d'arriver en Afrique. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de Chinois installés depuis assez longtemps viennent pour beaucoup de la province du Zhejiang, hein, ce sont des Wenzhou et des Qingtian. Donc, je ne dirais pas que pour ces petits entrepreneurs ou ces travailleurs individuels, vous ayez une émigration soutenue. En revanche, il est exact que les Chinois ont loué de la main-d'œuvre pour les grands chantiers qu'ils entreprenaient et que cette main-d'œuvre était en quantité relativement importante puisqu'elle a pu atteindre le chiffre de 600 000 Chinois sous contrat de 2 à 3 ans qui rentraient ensuite et qui étaient renouvelés. Là, c'était quelque chose qui était soutenu, organisé par le gouvernement chinois. Il est possible, enfin il est même certain, qu'un certain nombre de ces travailleurs sous contrat n'aient pas pris le chemin du retour et se soient installés par la suite. Mais ils font partie, disons, de ce groupement de Chinois qui se trouve un petit peu à la marge. Alors, toujours dans cette remarque-là, c'est la légende des prisonniers chinois que l'on envoie en Afrique pour faire des travaux, c'est vraiment, enfin, j'ai déjà donné la réponse, c'est vraiment une légende. Et c'est une légende qui résulte tout à fait directement d'un état de fait. C'est en particulier lorsqu'il s'est agi de construire le Tazara. On a eu une main-d'œuvre chinoise qui est arrivée. Or, les Chinois étaient à l'époque tous habillés de la même façon, avaient tous le même équipement, c'est-à-dire une petite cuvette avec en émail, plus un bol en émail et un ou deux rechanges, ce qui faisait qu'on avait vraiment l'impression, comme ils marchaient en groupe, qu'ils ne sortaient jamais de leur base de vie, hein, qu'il s'agissait effectivement de prisonniers qui étaient affectés à ces travaux. Mhm. Donc ça, c'est Une une légende. vision, Mhm. hein, une légende qui a été remise en question très rapidement, mais qui a la vie dure comme toutes les légendes. Mhm. Hein, on continuera. Mhm. Alors aussi, j'arrive sur votre théâtre que vous avez présenté. Moi, Mhm. ma réaction, c'est de dire c'est pas une très belle imitation de l'architecture grecque, hein, plutôt que l'architecture chinoise. L'architecture chinoise, elle a été un petit peu plus fantaisiste. Vous auriez eu des encorbellements, etc., avec des envolées en ailes de phénix, Mhm. pour reprendre l'expression consacrée, hein. Et ça m'amène à ce que vous avez dit de la mosquée d'Alger. Mhm. La mosquée d'Alger, c'est la pire représentation de l'intervention chinoise. Mhm. L'entreprise chinoise, elle a fourni l'œuvre la plus élémentaire. Qui a dessiné cette mosquée-là? C'est un architecte allemand. Mhm. Architecte allemand qui a été remplacé ensuite par un cabinet d'architecture français. Mhm. Qui a encadré la construction de la mosquée? C'est un cabinet d'études, un cabinet de conseil français. D'une part, à la demande du gouvernement algérien,
Et ensuite, un autre cabinet d'études, spécifiquement mandaté par l'entrepreneur chinois, parce qu'il voulait s'assurer que le minaret était bien antisismique, qui également a fourni le matériel, par exemple le matériel électrique. Le matériel électrique, c'est du matériel français. Certes, il est fabriqué dans les usines chinoises du fabricant français. D'où vient le marbre? Le marbre vient de Turquie. Qui a commandé le marbre? L'Algérie. Donc, si vous voulez, vous avez un ensemble d'entrepreneurs, hein, d'entreprises qui sont actives, et la partie la moins technique, je dirais, presque, c'est celle qui avait été réservée aux entreprises chinoises. Mais c'était en même temps la partie la plus visible. Parce que lorsque l'on mène des travaux d'architecture, hein, ou des travaux de conseil, ça se fait à l'intérieur des cabinets. Et tandis que lorsque vous creusez un trou et que vous construisez et que vous avez des travailleurs, c'est la chose qui se voit. Alors, cerise sur le gâteau, c'est que l'entreprise chinoise a eu du mal à recruter des travailleurs chinois pour ce chantier. Et qu'en fin de compte, il semblerait, mais je mets malgré tout des nuances, j'emploie un conditionnel, que les travailleurs, en l'occurrence, aient été nord-coréens. Donc vous voyez que à partir du moment où on rentre dans l'analyse, la part purement chinoise du projet, hein, se rétrécit comme une peau de chagrin. Donc si vous voulez, vous avez, et alors là par contre, je dirais cette bonne guerre, hein, les Chinois se sont emparés de cette réalisation dans laquelle ils étaient visibles pour nourrir un discours. Et c'est un discours qu'ils mènent dans de nombreux pays, africains entre autres, hein, pour valoriser leur intervention, leur présence, leur activité, et on ne peut pas leur reprocher de faire leur propre publicité. Et ça marche plutôt bien, d'une manière générale. Et je reprends un autre exemple, où vous avez ce rôle du discours, ça a été avec le port de Kribi où l'entreprise chinoise disait c'est nous qui, c'est nous que, etc., jusqu'au jour où Bolloré est intervenu pour dire écoutez, commencez à arrêter, mettez un bémol à vos déclarations, parce que si vous êtes sur ce chantier, c'est parce que nous, Bolloré, on est allé vous chercher. Hein. Donc, et vous pouvez multiplier les exemples à l'infini à partir du moment où vous regardez en profondeur l'organisation de ces grands travaux, vous vous apercevez que les entreprises chinoises ne sont jamais seules, elles sont accompagnées. Et elles sont dans des cas. J'ai encore envie de prendre un autre exemple. Hein, c'est l'exemple du port de Lekki qui vient d'être ouvert là récemment. Hein, le port de Lekki, où une entreprise chinoise qui a beaucoup travaillé en Afrique, au creusement et à la construction de ports, hein, la CHEC, hein, ben, elle n'était pas seule. Il y avait un cabinet de conseil américain, hein, qui l'a encadré en permanence. Ce port a été construit dans une zone économique spéciale qui est sous la tutelle d'une entreprise indienne. Dans quel Hein. pays? Lekki, c'est au Nigeria. Hein. Et donc, j'ai recensé pour ce chantier 35 entreprises partenaires. Alors, il est exact que l'entreprise partenaire qui a fourni le travail le plus rémunérateur, c'est bien l'entreprise chinoise, mais ce n'est pas elle qui a fourni le travail le plus technique. Et ce n'est pas non plus elle qui a contrôlé ou dirigé les travaux. Hein. Et lorsque s'est posé la question de la gestion du port, on a été chercher la CMA-CGM, une entreprise française. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, hein, et à mon sens, c'est quelque chose de cette complexité que l'on peut avoir, c'est quelque chose de très positif pour les pays africains, ne serait-ce que parce que ça signifie qu'ils sont capables de sélectionner leurs partenaires. Hein, parce qu'une entreprise chinoise, dans le modèle le plus classique, elle irait chercher un cabinet de conseil chinois, elle aurait été chercher un opérateur portuaire chinois et ainsi de suite. Là, c'est pas ça qui se passe. Hein. On a été chercher une multitude d'intervenants de nationalités différentes qui sont supposés être, pour ce projet, les meilleurs intervenants.
le meilleur intervenant à la fois technique et du point de vue euh, réalisation pour les ports, hein, la construction des ports, c'est cette entreprise chinoise. Pour le conseil, pour c'était ce cabinet américain. Pour la gestion, c'était une entreprise française. Pour tel autre truc, c'était une entreprise nigériane, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intervenus. Donc, c'est une image qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus valorisante pour le Nigeria et qui est beaucoup plus proche de la réalité. Alors, ça évite aussi les discours du genre les mauvais Chinois ou les bons Chinois, hein, ils sont comme les autres. Hein. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde que de voir les choses de ce point de vue-là. Hein. Alors, ensuite, bah, je reviens à directement ce qui m'avait. Vous parliez des petits entrepreneurs chinois et le soutien que peut leur octroyer le gouvernement chinois sur place, il est assez limité. D'une part, parce que l'ambassade et les personnels de l'ambassade veulent pas se mêler d'affaires privées sur le territoire étranger. Et d'autre part, parce que la majorité d'entre eux ne sont pas enregistrés à l'ambassade, donc sont inconnus. Il faut vraiment qu'il y ait un phénomène grave pour qu'ils interviennent, mais la majorité des petits entrepreneurs individuels chinois qui se trouvent sur le territoire sénégalais comme ailleurs, ce sont des électrons libres. Oui, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, bon, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est intéressant. Les intéressant votre retour. Ouais, c'est intéressant. Xavier, si tu permets, juste revenir sur deux remarques très intéressantes de Thierry. Je partirai d'ailleurs de la dernière remarque sur le fait que les petits entrepreneurs chinois sont timidement soutenus par l'État chinois, puisqu'ils sont des électrons libres. Effectivement, ce sont des entrepreneurs, entre guillemets, opportunistes. D'ailleurs, je reprends le terme qui a été utilisé par un des contributeurs, opportuniste dans la mesure où, tiens, la Gambie, c'est intéressant, j'y vais. La Mauritanie peut être intéressante, j'y vais. Donc, ils sont libres et d'ailleurs, c'est lié aussi à leur mode de fonctionnement. Hein, ce sont des personnes qui cherchent vraiment des opportunités et qui peuvent changer aussi d'activité. Hein, ils peuvent être dans le secteur de la pêche, ensuite aller dans le secteur voilà, de la vente de produits pour l'alimentation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi dans d'autres petites activités. D'ailleurs, les observations menées indiquent qu'ils s'intéressent de plus en plus aux activités immobilières. Voilà, essayer d'acheter des logements et peut-être commencer à louer comme on peut le faire dans des grandes villes africaines. J'ai pu aussi voir à Douala des Chinois qui vendent dans la rue des cacahuètes, tous ces produits que les Africains peuvent vendre. Donc, et puis, il y a aussi la médecine chinoise qui intéresse aussi de plus en plus, puisque les Africains, vous savez, je dirais pas sont très friands, mais sont encore attachés à la médecine traditionnelle. Donc, les Chinois, ils trouvent aussi une opportunité. Là où peut-être, je pense que vous avez raison, mais en même temps, il faut peut-être insister sur le fait que les Chinois sont quand même visibles. Vous l'avez dit, hein, lorsqu'on réalise un chantier, il y a peut-être beaucoup de partenaires, mais ce sont les Chinois qui sont les plus visibles. Et c'est évident. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans votre séminaire, la présence chinoise. Comment elle peut se mesurer? Il y a la partie visible et la partie invisible. Mais la partie visible, comme vous l'avez dit et comme j'ai essayé de le souligner aussi, c'est grâce aux grandes infrastructures. Aujourd'hui, à Dakar, il y a une autoroute voilà, réalisée par les Chinois. Donc, c'est visible. Ce théâtre, je ne suis pas architecte, mais c'est vrai qu'il est majestueux. Donc, on voit tout de suite, mais qui l'a construit sont les Chinois. Même si derrière, il y avait des financements autres, mais on pense aux Chinois. Pour l'autoroute, vous aviez Eiffage. Oui, vous avez Eiffage, mais il y a aussi les Chinois. Ah ouais. Non, mais ce sont les Chinois qui sont visibles. Oui. Eiffage faisant du conseil, on ne le voit pas. C'est ça. Donc, c'est cette visibilité-là qui est intéressante et je pense que les Chinois l'ont bien intégré. Comment se rendre visible et comment attirer le regard aussi bien au niveau des chefs d'État, parce qu'on le sait, la plupart des chefs d'État aiment quand même des bâtiments majestueux. On a vu
Houphouët-Boigny, avant sa mort, avait réalisé la basilique. On est là dans comment laisser une empreinte. Et les Chinois, je pense, ont compris qu'il faut faire des choses visibles, lisibles aussi, sur le territoire, sur l'espace. En tout cas, la seule chose où j'aimerais quand même en savoir plus, c'est le fait que vous disiez que c'est une légende que d'avoir des Chinois, mais dans beaucoup de pays, ça a été pratiqué que des Chinois, que des prisonniers puissent travailler. Même au Sénégal, parfois, on a fait travailler des prisonniers, Oui, pas dans des chantiers, mais dans des maisons des fonctionnaires. Moi, j'ai pu voir au Sénégal des prisonniers qui non, mais travaillaient. Donc, quand vous dites que c'est une légende, c'est comme si ça n'a pas du tout existé, alors que... non, non, non. euh, L'histoire des Chinois, mm, il y a quand même des choses qui sont logiques. mm, Lorsque vous avez un groupe de prisonniers quelque part, mm, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De ils sont, s'échapper, ils quand c'est s'échappent, possible. oui. Vous n'en avez pas un seul, Mm, hein, qu'on ait réussi. En revanche, des mm, Chinois qui ont été emprisonnés en Chine, qui se sont échappés mm, et qui ont pu aller juste à l'étranger, on en a aussi. mm, Donc là, c'est quand même étonnant, c'est que ces Chinois en Afrique, parce qu'ils sont en Afrique, mm, ils seraient absolument, ils n'essaieraient pas de s'échapper. mm, Il n'y aurait il y a rien qui permette, qui permette de justifier cette absence totale de tentative. mm, Donc, rien que ça, c'est déjà un argument qui va mm, contre. Mais surtout, c'est la vision, hein, mm, que pouvaient en avoir les Africains. Et ce chemin de fer, là, le Tatsara, mm, hein, quand ils ont vu débarquer des gens, parce mm, qu'à l'époque, je ne sais pas quelle était la durée exacte mm, entre la Chine et la Tanzanie, hein, mm, mais moi, pour avoir fait dans les années 70 Paris-Pékin en mm, 48 heures, mm, sur une ligne régulière, mm. je doute qu'à la même époque, c'était plus facile Oui. d'aller au bout de 48 heures d'avion, hein, Mm, vous arrivez sur place, vous êtes dans l'attitude du zombie. Quand vous avez un avion de zombies, tous habillés d'une façon avec du bleu, comme ils étaient habillés à l'époque, ouais. chacun avec sa petite cuvette en émail sous le bras, Mm, et que ces gens-là marchent au pas, mm, pas vraiment pas, mais enfin, mm, se regrouper jusqu'aux autocars qui vont les emmener dans leur co- truc de vie, mm, hein, ou dont ils vont pas sortir. mm. À la limite, L'image est vite faite. hein. Mm, Hein, les gens imaginent forcément que ce sont des mm, prisonniers. Et mm, en Algérie, vous avez ou sur le camp de Vif, ça m'a été rapporté par un de mes étudiants, hein, des miradors mm, avec des soldats algériens et des mitraillettes. mm, Et la conclusion des Algériens, c'était ça, c'est pour empêcher les Chinois de sortir. Non, c'était mm, pour empêcher les Algériens d'entrer. mm. Ouais, Ah oui, ouais, les ouais. inversions d'analyse, Mm, hein, et des analyses a priori. Alors, mm, donc, le fait de cet enfermement, hein, mm, qui est voulu et organisé par les Chinois, hein, encourage un certain nombre d'explications des plus fantaisistes. Et quand vous avez ce manque de communication entre deux communautés, mm, c'est facile de crier au loup ou au méchant ou tout ce que vous voulez, mm, hein. Donc, jusqu'à présent, rien n'a permis de démontrer, hein, mm. qu'il s'agit effectivement de prisonniers. Tout à fait. D'accord avec vous. Alors, Xavier, encore une fois plus, mais s'il y a des réactions, bien sûr, j'écoute aussi parce que l'idée, c'est d'échanger. Euh, on nous J'aurais une pose. question. Oui, allons-y. J'aurais une question, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un lien entre vos deux niveaux, c'est-à-dire entre la présence des grandes entreprises, de leurs ingénieurs et malgré tout des ouvriers chinois, et les commerçants et ceux qui sont installés localement? Ils vont s'approvisionner chez eux. Enfin, quel type de relation il y a entre ces deux composantes de la présence chinoise pour aller vite à Dakar ou en Sénégal, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays. Alors, je n'ai pas pu interroger faire une enquête sur cette relation forte, mais une chose que je sais, c'est très souvent, même ici, moi qui suis originaire du Sénégal, on le constate, la présence
des commerçants chinois, surtout des restaurants chinois. On l'a vu au Nigeria, au Sénégal aussi, et de ce mall qui existe à Dakar, mais il permet effectivement aux entrepreneurs chinois de pouvoir quand même se ravitailler, puisque il y a dans ces malls chinois des produits, des marchandises qui peuvent intéresser les, les grands, les familles des grands entrepreneurs qui sont présents. C'est la seule relation peut-être qu'on peut établir, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation autre qui serait, par exemple, l'organisation de manifestations, qu'on peut le voir dans les ambassades en Afrique, où chaque ambassade organise des manifestations et invite toute la communauté. Et Thierry vient de le dire, les commerçants sont un peu à part. Et d'ailleurs, ils vivent à côté de leur commerce, alors que les grandes entreprises sont effectivement dirigées par des techniciens, par des cadres qui vivent aussi à côté des entreprises. Donc, il y a une distance métrique, une distance qui ne facilite pas, si vous voulez, cette communication. Voilà ce que je peux dire sur ce type de relation. Maintenant, une fois de plus, les ouvriers, les cadres, les petits cadres qui travaillent dans les entreprises peuvent, à la fin du chantier, travailler dans un autre secteur, notamment dans le commerce, puisque ça peut rapporter beaucoup d'argent. Moi, je souhaitais aussi, puisque j'ai la parole, à moins qu'il y ait encore une autre voilà, représentation spatiale d'un placé chinois sur le plateau du quartier PF Dakar. Oui. Ouais. Ça, c'est Le intéressant. Hanoï, ça sonne pas très chinois, ça sonne plutôt vietnamien, hein. Ouais. 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 Oui, vous voyez, donc 32 commerces. Ouais, je vous disais tout à l'heure, boulevard du Général de Gaulle, vous voyez, boulevard du Général, Aléry Centenaire. Ça, c'est très intéressant. Alors, voilà, c'est ce qui est en rouge là, c'est ça. Le boulevard, vous voyez comme il est grand. Il est long, du moins, large. Et d'ailleurs, il y a une photo, Xavier, une photo où je montre un taxi, si tu peux retrouver. Xavier, s'il te plaît, comme ça illustre bien. Il y a une photo, on voit un taxi et le boulevard, et de part et d'autre du boulevard, les, je sais C'est pas pas le si- même document, alors. Comment? Non, c'est pas le même document, donc il faut que je. Oui, oui. Et, et pendant que j'y suis, ouais, pendant que Xavier retrouve le document, ouais, ouais, c'est ça. Vous voyez le boulevard que vous avez montré, la carte qui est montrée tout à l'heure, la bande rouge, là, voilà, ça correspond à ce boulevard. Et donc, vous voyez ici à droite, le taxi qui est devant, vous voyez à droite, ce sont les commerces chinois, voilà, qui occupent de part et d'autre. Hein, de part et d'autre, d'ailleurs, certains parlent de boulevard, de commerce à ciel ouvert. Et ils viennent bien sûr se ravitailler, les petits commerçants africains viennent se ravitailler dans ces boutiques chinoises et vont vendre au détail, comme on le fait en Afrique, on vont vendre au détail les produits. Alors, je voulais rajouter une chose, puisque j'ai parlé de coopération économique et de coopération, voilà, donc de coopération économique et de coopération culturelle, quand j'ai évoqué notamment la conférence de Bandung. Aujourd'hui, on répertorie quelque chose comme 60 centres Confucius en Afrique. Un de mes collègues sénégalais, Lamine Gueye, est d'ailleurs le directeur du centre Confucius chinois qui est au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et donc, on voit aussi que cette présence chinoise se décline aussi au niveau de ses activités culturelles, comment transmettre la culture chinoise aux Africains par le biais, par exemple, de la langue. Hein. Ça peut être intéressant puisque les Africains qui aimeraient développer des activités depuis la Chine ont intérêt à apprendre quelques notions, en tout cas, sur la culture chinoise, sur comment se déplacer, comment parler un peu, utiliser des termes qui peuvent être utiles dans les échanges commerciaux. Il y a bien sûr en Chine des anciens étudiants, je parlais du cas de Wuhan, qui concentre l'essentiel des étudiants africains,
du fait des bourses et autres. Et ces étudiants peuvent, durant leur année universitaire, servir de guide, de traducteur. Mais il est vrai que apprendre à parler le mandarin avant d'aller en Chine, en tout cas au moins quelques notions, ça peut être très intéressant. Et puis, avoir des centres Confucius en Chine, c'est aussi pour les Chinois l'occasion de mieux connaître l'Afrique, parce que dans ces centres, comme un peu l'équivalent des centres français, centres culturels français, ça rapproche un peu les communautés. C'est l'occasion de diffuser des films, c'est l'occasion d'organiser des manifestations culturelles diverses et variées. Bref, c'est une présence aussi qui est intéressante à étudier et à analyser, les centres Confucius. Bon, Euh, alors, juste avant de donner la parole un petit peu à Charlotte, qui a une question. Oui. Euh, Jean-Jacques Cabas En fait, aussi. ce que je vous montrais, et peut-être montre encore, je ne sais plus trop ce que je projette, C'est intéressant, en tout cas. les photographies là, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, en fait, c'était vraiment dans mon mémoire de M1, de Master 1 de 2007. Alors, évidemment, ça date un peu. Pour le Hanoï, Thierry, je ne sais plus trop. Mais si je l'ai marqué, je pense que finalement, ce n'était pas vietnamien, qu'on avait vraiment des Chinois qui tenaient le Hanoï, mais ça me paraît effectivement étrange maintenant avec du recul. Mais je ne me rappelle plus du tout. Évidemment, ça fait trop longtemps. Et donc voilà, c'était pour revenir un petit peu à nos moutons et notamment évoquer pour répondre à la question de Jean-Jacques, hein, le boulevard du Général de Gaulle, le boulevard du Centenaire, avec d'autres territoires chinois une diffusion spatiale vers le sud un peu. Les numéros 2 et 3, je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Donc les allées chinoises et puis l'avenue Fédère. Bon, voilà, je ne vais pas développer évidemment, mais j'aurais quelques questions après à poser à Abdoul. Et Oui. puis, je remercie aussi Thierry évidemment d'avoir voilà, un peu rétabli quelques éléments qu'on évoque depuis maintenant 10 ans, parce que comme le séminaire a 10 ans, on les évoque parfois régulièrement depuis 10 ans. Donc, Charlotte, je peux te passer la main si tu as une question. Jean-Jacques Cabas aussi qui. Ah, pardon, Jean-Jacques, oui, oui, c'est vrai qu'il va Oui, changer. il lève la main, mais il n'a pas. Non, Oui, non, mais, non, mais Charlotte d'abord, hein, ça ne me gêne pas, moi. Vas-y. D'accord, ok. on a le temps, hein. Oui. Merci beaucoup pour cette galanterie. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. En vous écoutant, je me suis fait... enfin, disons qu'il y a une réflexion que je m'étais faite déjà personnellement, parce que je connais assez bien Dakar, notamment sur le contrôle des produits qui sont des contrefaçons. Oui. Parce que notamment justement au niveau du boulevard du Centenaire, donc ces commerces qui sont réputés pour être des commerces tenus par des Chinois, on voit énormément de contrefaçons. Et moi, j'avais un peu cette question naïve de me dire dans quelle mesure, en fait, ce sont des espaces qui ne sont absolument pas contrôlés par les douanes sénégalaises et comment ils font pour faire passer les marchandises. C'est ma première question. Ma deuxième tient au fait que quand je suis allée au niveau du boulevard du Centenaire pendant mes terrains, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de commerçants chinois qui tenaient ces boutiques. C'était plutôt des commerçants qui avaient l'air d'être sénégalais et qui avaient l'air de travailler justement pour des entrepreneurs chinois. Euh, et, et donc, est-ce que vous avez étudié ces éléments, peut-être des entrepreneurs qui ont tellement grossi, on va dire, qu'ils ont des employés plutôt que ce sont eux qui travaillent directement? Et l'autre élément que je trouve assez intéressant, c'est au niveau de Sandaga. Il y a aussi, et là ça rejoint un peu ma première remarque sur les contrefaçons, un marché assez caché où on peut trouver toutes sortes de contrefaçons qui viennent apparemment soit de Turquie ou de Chine. Et je voulais savoir si, pareil, vous avez des informations ou des éléments sur justement les manières dont les commerçants sénégalais locaux se fournissent. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces trois questions qui sont très intéressantes. Alors, je pourrais répondre à deux de vos questions. En revanche, l'une est beaucoup plus compliquée. Je commencerai par la répartition des rôles au niveau des boutiques. Il est vrai qu'une personne qui se balade, si vous permettez l'expression, ne voit que les Sénégalais
puisqu'on parle de ces commerces que vous connaissez très bien, on ne voit que les Sénégalais au devant des boutiques. Et d'ailleurs, des photos que j'ai prises récemment, j'ai voulu un peu zoomer, mais parfois ce n'est pas facile. Et puis, vous savez, on n'est pas très à l'aise quand on se balade et on observe. S'il y a une enquête là, c'est beaucoup plus facile. Quand vous restez, vous discutez, vers la fin, vous pouvez prendre une photo. Mais lorsque vous circulez comme ça et que vous pouvez prendre des photos, parfois ça peut être compliqué. Et donc, en prenant les photos, ici, même en zoomant, c'est difficile, mais les propriétaires des boutiques, les propriétaires des boutiques sont à l'intérieur. Moi, je l'ai vu, hein. Je n'ai pas réussi à zoomer, mais je l'ai vu. Et au devant, ce sont les Sénégalais. Donc, aucun Sénégalais n'est propriétaire de ces boutiques. Les Chinois sont à l'intérieur. Souvent, ce sont les Chinois qui encaissent, ou les Chinoises, parce que ça dépend de la personne qui est là. Et la négociation est faite par le Sénégalais. C'est lui qui discute, qui maîtrise bien le Wolof et qui peut aussi dire certains termes en chinois. Donc ça, je peux vous dire qu'aucun Sénégalais n'est propriétaire d'une boutique chinoise. Ils sont juste là des intermédiaires pour faciliter la communication. Par rapport maintenant aux contrefaçons, bon, ça c'est connu, hein, même si Thierry pourrait dire que c'est une légende, mais c'est connu. La contrefaçon, les Chinois le font sans hésiter. Lors de mes terrains à Guangzhou, la première fois, j'étais très surpris de voir des vêtements africains dans les marchés. Quand vous débarquez pour la première fois en Chine et que vous voyez des vêtements africains, mais en très grande quantité, je disais, c'est incroyable comment ça se fait d'avoir autant. On dit, mais les Chinois font les mêmes. Il y a une petite différence, mais confectionnent les boubous africains ici en Chine et les vendent aux Africains qui viennent en Chine pour les vendre à nouveau à Sandaga, puisque vous avez cité le marché de Sandaga. Donc, les contrefaçons, est-ce qu'on peut dire que ce sont des contrefaçons s'ils fabriquent des vêtements, des grands boubous en Chine? Non, ce ne sont pas des contrefaçons puisqu'ils l'ont fabriqué. En revanche, les contrefaçons, on en parle lorsqu'il y a une imitation d'un produit avec une marque qui est, si vous voulez, connue et reconnue, comme on le voit ici, Dolce, etc., ou Vuitton, où on fabrique la même chose et on le vend. Donc, en Afrique, la plupart des Africains ne font pas tellement attention à ces contrefaçons, surtout s'il s'agit des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits de luxe. S'ils peuvent avoir des produits comme ça leur suffit. Donc, et pour ce qui est du contrôle, je dirais que les douaniers peuvent parfois contrôler des produits au niveau des frontières. Par exemple, entre la Gambie et le Sénégal, vous avez un contrôle. Entre la Mauritanie et le Sénégal, il y a un contrôle. Moi, j'ai pu faire ces frontières et je vois que les douaniers vérifient ce qui est transporté. Mais à l'intérieur du pays, surtout pour des produits de ce genre, où on a un commerce informel très important qui fait vivre plus de 2 tiers des Sénégalais, c'est vrai que les douaniers peuvent parfois fermer les yeux. C'est pourquoi je vous dis que cette question est très difficile, mais je sais qu'il y a ça. Hein. Il y a aussi des choses qui sont intuitives. Hein. Si les douaniers peuvent fermer parfois les yeux, c'est que beaucoup de commerçants vivent de ces activités informelles et contrôler, arrêter, c'est aussi bloquer un peu, si vous voulez, les possibilités de survie de certaines populations, même si le mot est peut-être trop fort, mais c'est ça. Voilà ce que je pouvais répondre en tout cas aux deux questions, oui, mais la question sur le contrôle des produits, elle est beaucoup plus délicate. Hein. Jean-Jacques. Merci beaucoup. Merci. Oui. J'en prie, Jean-Jacques. Oui. Je vous écoute. Oui, bah, comme je vois, comme avec l'écran, on ne sait pas à qui on parle, et là, bon, je ne sais même pas si j'ai la parole ou pas là? Oui. Oui, tu as la parole et on te voit. Oui, oui. Ok. Bon, j'en ai pas pour très longtemps. Je voulais juste revenir un peu comme l'a fait
Xavier, pardon, pas Xavier, Thierry, pour remettre un petit peu les choses en place, c'était juste par rapport à, je ne reviens pas sur Chine-Afrique, France-Afrique, parce que alors là, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Thierry, ça n'a aucun sens de comparer de mettre les deux en parallèle. Mais par contre, il y a un point juste sur lequel je voudrais revenir. Quand vous avez dit que la Chine, dans le secteur agricole, dans les années 60-70, avait fait beaucoup de choses dans le fleuve Sénégal ou en Casamance, il faut relativiser quand même, hein, parce que dans la vallée du fleuve, c'était quasiment peanuts, c'était quelques carrés de riz irrigué en démonstration, et ça n'avait rien à voir avec l'ampleur des investissements dans le secteur de la SAED notamment. Et en Casamance, non, la Chine était très peu présente puisque la Chine n'est pas spécialisée dans le riz pluvial et dans le riz irrigué. Et donc, il faut remettre à leur juste place l'importance de la Chine dans le financement du secteur agricole, hein, qui a toujours été finalement apparemment important, mais qui est extrêmement faible et qui est resté extrêmement faible dans la réalité. En dehors de ça, moi, j'aurais bien voulu savoir sur les Chinois dans le secteur du commerce. Je reste un tout petit peu sur ma faim, même si il y a beaucoup de choses intéressantes ont été dites. J'attendais à ce qu'il y ait plus une analyse un peu plus économique et peut-être pas juridique, mais au moins, j'aurais voulu savoir, est-ce que ces, ces commerces tenus par des Chinois, quel statut ont-ils? Est-ce que c'est du domaine de l'informel? Est-ce que c'est quel statut juridique ils ont? Est-ce qu'ils ont vraiment pignon sur rue au sens réel ou pas? Euh, Moi, je me demande comment est-ce que ces Chinois ont pu acheter comme ça tout un boulevard et acheter, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Avoir un peu plus d'informations comme s'ils arrivaient et puis c'était possible comme ça d'acquérir des, des, des commerces qui jusque-là, ils appartenaient à qui? Ils appartenaient aux Sénégalais, il n'y avait rien, comment est-ce que ça, comment on peut naître comme ça un- une zone commerciale qui va être tenue par des Chinois. Moi, j'aurais voulu savoir aussi, est-ce que le chiffre d'affaires de ces commerces est important ou pas? Je vous pose la question parce que j'ai fait ce type d'études à Yaoundé il y a quelques années et j'étais allé autour du marché de Yaoundé, là, voir les petits commerçants chinois, mais ils avaient des revenus extrêmement faibles. Ils étaient vraiment, je ne dis pas dans la survie, mais c'était très, 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 très faible. C'était de tout petits commerces, deux, trois personnes, une famille. Ils restaient là un petit moment, puis ils partaient. Ils cherchaient une autre opportunité ailleurs. Et donc, quel est le cas à Dakar? Quelle est la nature de l'activité, quoi, vous voyez, c'est ça qui m'aurait intéressé. Et la durée de vie de ces commerces, vous voyez. Et puis, j'aurais voulu aussi savoir, est-ce que ce commerce-là en volume, parce qu'on peut avoir des estimations quand même quand on fait des enquêtes, est-ce que c'est un volume de commerce très important par rapport aux autres acteurs du commerce, par exemple des Libanais ou même des commerçants des Sénégalais? Est-ce que c'est la face visible, mais qui est finalement rien par rapport aux autres flux commerciaux dans la capitale, vous voyez? C'est pas parce qu'ils sont là, les Chinois, dans une avenue, qu'ils font beaucoup, beaucoup de commerce, vous voyez? On a rappelé tout à l'heure le, le- le grand marché de Dakar. Les volumes, quand même, à mon avis, d'échanges est-ce qu'ils ne sont pas comparables avec ceux des petits commerçants sénégalais, enfin, chinois, pardon. Donc, j'aurais voulu un peu relativiser tout ça, vous voyez. Donc, je suppose que dans vos analyses, vous avez quelques éléments de réponse, quoi, pour avoir une image un petit peu plus fine et de la réalité de ces commerçants, d'où ils viennent, enfin, voilà. Oui, alors, déjà sur la présence chinoise en Afrique dans le secteur agricole, effectivement, la SAED, la Société d'aménagement d'exploitation du Delta, est présente.
mais les Chinois, que je sache, en tout cas, moi j'ai pu le voir, hein, parce que moi-même je suis originaire de cette région, je suis originaire du nord du Sénégal, plus précisément du département de Podor, donc je connais assez bien cette région. Effectivement, les quelques rizières à Guédé-Chantier, des rizières, en tout cas dans cette vallée, les Chinois ont accompagné cette technique culturelle avec, bien sûr, une présence auprès des paysans. Maintenant, vous avez raison, il faut voir les superficies, mais on a quand même, moi je peux le dire hein, sans détour, l'accompagnement des Chinois dans cette culture irriguée en Casamance et au Sénégal est très important. D'ailleurs, la SAED, lorsqu'elle a pris le relais, entre guillemets, a connu beaucoup de difficultés, l'endettement et autres. Donc, c'est une présence, je pense, qu'il faut souligner. Vous dites expérimentation, oui, mais c'est une présence, je pense, qui est quand même importante à souligner. Et aujourd'hui, on voit que les Chinois sont très intéressés par le secteur agricole, notamment l'exportation de matières, la noix d'acajou en Casamance, même au niveau de... En tout cas, commercialiser des produits alimentaires, c'est aussi ça, le secteur agricole. La pêche, hein, même si on peut séparer les deux domaines, on a des accords entre le Sénégal et la Chine, notamment pour pêcher dans les eaux sénégalaises. Donc, il y a, si vous voulez, dans cette relation commerciale, dans cette relation économique, un appui technique, mais aussi des échanges commerciaux sur comment accompagner ces activités liées à la pêche, notamment au Sénégal. On sait que beaucoup de pêcheurs, au départ, utilisaient des petites pirogues et puis progressivement une motorisation et progressivement des bateaux un peu plus conséquents. Mais ça, c'est le côté que je trouve intéressant dans l'évolution de cette relation économique, cette coopération économique par secteur. Maintenant, sur les commerçants, votre question est très claire. Comment peut naître une zone commerciale dans une ville comme Dakar? Moi, je vous renvoie à la présence des Mauritaniens avant les années 1989 à Dakar. Avoir une boutique dans une ville sénégalaise, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de louer un local et développer ces activités. Bien sûr, c'est déclaré ou parfois c'est fait d'une manière informelle. Et d'ailleurs, les Mauritaniens de l'époque, hein, avant l'événement de 1989 qui a causé une rupture diplomatique entre la Mauritanie et le Sénégal. Les Mauritaniens qui s'installaient au Sénégal n'avaient pas un compte bancaire au niveau des banques sénégalaises ou un compte. Bref, c'est quelque chose qui se faisait tranquillement. Idem, quand vous avez des commerçants guinéens qui vendent des légumes, c'est pareil. Donc, vous voyez, quand ils sont venus au niveau de Dakar, ils ont pu louer des cantines. On appelle d'ailleurs un système de cantinisation. Ils ont pu louer des cantines. Et progressivement, par le biais de la solidarité, par le biais des emprunts, comme on le voit dans la diaspora chinoise, ils ont pu acheter tout simplement des maisons en proposant des prix qui dépassaient ce que pouvaient offrir des Sénégalais. Donc, si une maison coûtait 60 millions, les Chinois pouvaient proposer 70 millions, voire 80 millions, et les Sénégalais vendaient. Surtout que après les années 1994, la dévaluation du franc CFA a mis beaucoup de Sénégalais dans des difficultés, perte d'emploi, baisse du niveau de vie, et donc vendre une maison comme ça à des Chinois à un prix très important, ça pouvait permettre à ces Sénégalais de se redéployer. Donc c'est comme ça que les Chinois ont fini par acheter des maisons au niveau du boulevard des Centenaires. Quant à maintenant le chiffre d'affaires, il est vrai que les Chinois vendent facilement puisqu'ils sont sur un secteur qui intéresse beaucoup les femmes sénégalaises, les vêtements, les ustensiles de cuisine. Ils concurrencent les Libanais qui sont là,
les Libano-Syriens qui sont là depuis très longtemps, mais là aussi, les produits ne sont pas les mêmes. Les produits ne sont pas les mêmes. Je pense que les Chinois se ravitaillent depuis leur pays d'origine, et ce qui fait qu'ils ont des prix très intéressants et peuvent vendre des prix très intéressants aussi aux Sénégalais. J'ai pas maintenant des... Vous savez, même ici déjà, on a du mal à accéder au chiffre d'affaires des commerçants chinois, et au Sénégal, c'est encore beaucoup plus compliqué. Oui, si je peux intervenir là, Oui. à propos de ces achats immobiliers. Vous décrivez un processus qui est connu, mais vous ne détaillez pas assez. Hein. On a assisté au même phénomène où à une époque, vous avez un certain nombre de Chinois qui ont racheté des boutiques sur le long du boulevard Voltaire, etc. En fait, vous avez toute une série d'hommes de paille qui vont être la partie visible du processus, et on va avoir l'impression que ce sont des petits travailleurs individuels qui ont acquis. En fait, derrière, il y a une entreprise beaucoup plus importante qui a financé tout ça. Alors, la solidarité, dans ce cas-là, elle en prend un sacré coup. C'est la solidarité du type qui a de l'argent, des pauvres par rapport au type qui a de l'argent. Donc, ce fait qu'il puisse y avoir le même phénomène à Dakar ou d'autres endroits en Afrique, c'est pas impossible que ce soit le même processus, surtout si on a reproduit à Dakar, si l'immigration chinoise à Dakar résulte d'une diaspora de la diaspora chinoise française. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent dans un premier temps à Paris, qui, faute de pouvoir s'employer à Paris, vont éventuellement d'abord en Italie, où il y avait l'industrie textile qui avait besoin d'eux, et puis au-delà de ça, continuent éventuellement vers l'Afrique. Donc, et ce sont des gens qui sont dans des systèmes, et avec entre autres des entreprises qui vont racheter un certain nombre de boutiques pour employer des hommes de paille qui eux-mêmes éventuellement peuvent confier la gestion à des locaux. Bon, donc le modèle n'est pas étonnant et peut se reproduire, mais il faut avoir l'image entière. Également, en ce qui concerne l'agriculture, je me souviens que la première fois que je suis allé à Dakar, dans l'avion, j'étais à côté d'un Dakarois qui était un ingénieur agronome qui avait fait toutes ses études à Taïwan. Je pense que l'intervention des agronomes taïwanais n'est pas non plus à négliger par rapport à l'évolution de la production agricole chinoise, d'autant plus que l'école l'école d'agronomie qui est formée était une école d'agronomie spécialisée dans les productions qui conviennent au climat africain où se trouvaient les ambassades ou les représentations taïwanaises. Et entre autres, la culture du riz humide, mais aussi l'évolution de la culture de la mangue. Taïwan est quand même un pays roi en matière de culture de mangue, et a fait beaucoup pour diffuser la culture de la mangue, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, la culture de la pastèque, la culture de l'asperge, etc. Donc, si vous voulez, ça ne se réduit pas, à mon sens, uniquement à la culture du riz. Et je pense que les Chinois du continent ne sont pas les seuls à être intervenus et avoir pu mobiliser tout ça. On a parlé tout à l'heure aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Il vient de paraître une thèse, un travail sérieux, qui montre que c'est une construction récente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, comme dans tous les pays, vous avez un usage traditionnel d'un certain nombre de plantes pour guérir un certain nombre de maladies, avec une codification. Les codifications traditionnelles chinoises sont connues, elles existent depuis longtemps, elles sont étudiées, mais que ces dernières années, en Chine populaire, tous ces éléments-là ont été réaménagés, reconstruits pour, pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise, et qui est aussi une façon de vendre du produit chinois à l'étranger. Donc là aussi, il faut que l'on voit ce qu'il en est exactement. Ce qui est dommage, il y avait Antoine Kernen qui avait dit venir, qui lui montre comment aussi la médecine chinoise s'introduit à travers les diagnostiqueurs quantiques.
hein. C'est une machine bidon qui a été inventée aux États-Unis, qui est fabriquée entièrement en Chine et vendue par les Chinois aujourd'hui, mais qui permet à des praticiens qui se disent traditionnels africains, hein, d'asseoir scientifiquement les diagnostics qu'ils peuvent faire aujourd'hui en Afrique. Donc, si vous voulez, là, il y a des biais aussi qui sont assez intéressants à voir comment la Chine peut s'installer à travers ça et véhiculer une image à la fois traditionnelle avec cette médecine traditionnelle chinoise à base de plantes, hein, donc, quelque chose de refait, et puis en même temps cette machine ultra moderne, même si elle ne sert à rien, mais qui donne un visage tout à fait particulier. Et puis je voudrais terminer pour taquer un peu Xavier. Là, vous avez montré des photos tout à l'heure en disant que les travailleurs chinois imitaient les travailleurs africains dans la mesure où ils faisaient la sieste. Vous savez quel a été le premier problème des entreprises françaises, enfin étrangères, arrivées en Chine dans les années 80-90? Ça a été de lutter contre la sieste au travail. Bon, c'est une habitude très chinoise, hein. Et dans les administrations encore aujourd'hui, après le repas, vous sortez la chaise pliante et puis vous avez les gens qui font leur petite sieste. Donc, c'est pas, c'est beaucoup plus une habitude dans des climats qui sont parfois très durs, hein, et qui exigent que l'on étale tout au long de la journée des petits moments où on puisse récupérer. Et nous n'avons pas ça, nous, dans nos climats peut-être plus favorables, hein. Bon, voilà, ça, c'était simplement pour taquiner mon complice. Oui, mais on voit que la sieste est même pratiquée à côté d'ici, en Espagne, la sieste est pratiquée. Donc, Oui, alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, hein, c'est tout à fait vrai, hein, la sieste en Espagne, avec des conséquences sur l'organisation sociale et l'heure des repas. oui, oui, oui. Alors, pour revenir un peu encore à la question de notre collègue Jean-Jacques Gaba, il y a quelques années, je pense, oui, c'est en 2009, un collègue chercheur, Amadou Diop, avait donné des éléments très intéressants, ce que j'avais aussi à faire d'ailleurs en montrant les photos. Il indique que au début des années 2000, euh, la présence chinoise, en tout cas les commerces chinois, étaient peu importants. Euh, Ces commerces étaient peu importants, mais tout de suite, euh, en rachetant les bâtiments, en rachetant les immeubles, parce qu'au début, ils étaient installés au bas des immeubles, mais tout de suite, il y a eu de la part de ces commerçants chinois, comme le dit Thierry, sans doute des opportunités. Et puis, moi, je parle de solidarité au sens où on prête de l'argent. Hein, il y a, on le sait, hein, Emmanuel Mamong l'a montré, il y a quand même dans cette diaspora chinoise des aides, hein, qui peuvent être le fait, par exemple, la famille qui peut aider, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui aident et qui demandent, bien sûr, un retour sur l'investissement. Dans tous les cas, il montre que 147 magasins de commerce étaient répertoriés le long de ce boulevard. Donc ça répond à Jean-Jacques qu'il y avait quand même quelques petits commerces africains, du moins sénégalais, 147. Mais sur les 147, 125 sont tenus par des Chinois. Donc on voit bien que dans ce boulevard, l'essentiel des commerces sont le fait des Chinois. Alors que dans les années 2000, ils possédaient à peine une dizaine de commerces. Donc tout de suite, les Chinois ont pris le dessus dans la mesure où les activités marchaient bien et que les prix qui sont proposés sont très intéressants et la diversité aussi des produits qui sont proposés sont très intéressants. Donc, je pense que la dynamique des commerçants chinois tient aux prix qui sont proposés et puis à la diversité aussi des produits qui sont proposés. On trouve tout, des bijoux, on trouve des chaussures. Bon, pour ceux qui sont allés en Afrique, vous êtes nombreux ici à m'écouter, mais vous voyez, on peut trouver tout sur ces marchés, on va dire marchés chinois en quelque sorte, au point où on va peut-être bientôt parler de China, pas de Chinatown pour l'instant, mais en tout cas d'une rue chinoise à Dakar. Voilà ce que je souhaitais rajouter un peu sur
l'apparition de ces commerces chinois, moi, je vous renvoie tout de suite à la présence des commerçants des pays limitrophes comme les Mauritaniens, comme les Guinéens, qui sont venus s'installer tranquillement. Bien sûr, il faut avoir une patente, il faut quand même être déclaré, mais ça ne va pas au-delà. Alors, il y a Patricia qui avait une question. Oui, bonjour, c'est une question et quelques petits témoignages à propos des commerces chinois. Il faut dire que il a été demandé à ces commerçants, là, très souvent, d'avoir une présence sénégalaise dans la boutique elle-même, hein, un assistant, hein. Et très vite, dans ces commerces, vous aviez des Sénégalais qui étaient là. Pas forcément, qui travaillaient pas forcément, mais enfin, en tout cas, qui avaient une présence. Je voulais dire, je suis désolée, comme j'ai pas pris votre réunion au début, je voulais dire que très souvent aussi, on confond l'assistance effectivement de la Chine populaire et Taïwan. Euh, En tout cas, au début des années 2000, Taïwan était assez présent, effectivement, comme je ne sais plus, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, et notamment dans des actions de coopération. Je pense à la Case des Tout-Petits, qui est une action de prise en charge des primaires, préscolaires, et la Case des Tout-Petits, qui a été initiée à la base par, je crois, Madame Wade, qui s'est développée pendant pas mal d'années et qui, évidemment, s'est arrêtée lors de la reconnaissance de la Chine populaire. Également dans les campagnes, hein, une coopération avec Taïwan qui était aussi quand même assez efficace. D'autre part, je me souviens aussi au début des années 2000, entre 2005, 6, 7, 8, il y a eu une demande de réciprocité de visa, c'est-à-dire que le gouvernement sénégalais a demandé qu'il y ait des visas aussi pour que les Sénégalais puissent aller en Chine populaire faire du commerce. Alors, je ne sais pas exactement où on en est là-dessus, mais je sais que c'était un des seuls pays africains à l'époque qui a fait cette demande pour que les Sénégalais puissent aller acheter eux-mêmes et choisir eux-mêmes sur le territoire, notamment à la foire de Guangzhou, voilà, les éléments dont ils avaient besoin. Vous avez parlé de la pêche et effectivement des commerces. La pêche, c'est quand même aussi un gros problème au Sénégal, qu'elle soit chinoise ou européenne. On sait que bon, ces grands bateaux causent des dommages et que la pêche sénégalaise artisanale a été extrêmement impactée par ces pêches, qu'elles soient d'ailleurs européennes ou asiatiques. D'autre part, effectivement, ces commerçants font une grosse concurrence aux commerçants libanais, mais aussi sénégalais, notamment au niveau des tissus qui sont copiés et revendus dans une qualité moindre à la population. Alors évidemment, ça peut aider puisque c'est des prix qui sont bien en dessous des prix classiques. Il faut souligner quand même qu'il y a eu de grosses manifestations à Dakar contre les commerces chinois et il y a eu aussi des contre-manifestations justement pour approuver leur présence, hein. Mais c'est pas aussi simple qu'on le dit. Et ça, c'est quand même aussi important. D'autre part, en termes d'agriculture, je crois que c'est dans les années 2015-2016 que le gouvernement sénégalais a restreint l'exportation d'arachide, hein, parce que l'arachide intéressait beaucoup la Chine, et a demandé à ce qu'il y ait des quotas parce que les Chinois effectivement achetaient l'arachide à un bon prix et que les presseurs sur place sénégalais eh ben, n'avaient plus assez de matière pour produire leur propre huile. Donc voilà, c'est des petits faits comme ça que je voulais souligner, mais qui sont quand même importants. Voilà, je vous remercie. Merci en tout cas pour cette remarque et je trouve aussi intéressant de revenir un peu sur la lecture qu'on a de cette présence chinoise, effectivement, entre ceux qui sont pour, notamment les petits commerçants, ce qu'on appelle les vendeurs ambulants, qui parviennent à se ravitailler auprès des commerçants et vendre. Donc ça, c'est une opportunité qu'ils n'avaient pas avant. Mais je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que les commerçants chinois constituent quand même, oui, des concurrents, puisque les Chinois parviennent à se ravitailler plus facilement auprès de la Chine que les Africains eux-mêmes. Effectivement,
pour se rendre en Chine, il faut un visa. Alors moi d'ailleurs, je considère que la Chine n'a pas une politique migratoire simple, puisqu'il faut un visa et vous ne pouvez pas rester plusieurs années comme ça sans renouveler votre titre de séjour. Si les choses n'ont pas changé, chaque année, il faut quitter le territoire chinois et renouveler son visa. Donc il y a quand même pour les hommes d'affaires sénégalais, rester en Chine, c'est compliqué parce qu'ils aimeraient, j'ai pu me renseigner, certains aimeraient rester 1 an, 2 ans sans devoir retourner en Afrique ou quitter le territoire pour renouveler son titre de séjour et acheter des produits et les expédier comme les Chinois le font. D'ailleurs, à ce propos, permettez-moi de faire un parallèle. Certains commerçants chinois travaillent avec des Africains en Chine. J'ai pu le voir à Guangzhou, peut-être que certains l'ont vu. Ces Africains qui travaillent avec des Chinois facilitent aussi la communication avec les Africains qui viennent se ravitailler en Chine, puisqu'il y a déjà la langue. Un Africain qui parle le mandarin et qui parle le wolof ou qui parle le soninké ou je ne sais quelle autre langue africaine ou français ou l'anglais peut effectivement servir d'intermédiaire. Et donc, parfois, ce sont ces mêmes intermédiaires africains qui considèrent qu'ils peuvent faire comme les Chinois, c'est-à-dire acheter des produits et trouver des intermédiaires en Afrique. J'ai pu le voir, de plus en plus d'Africains achètent des produits et les expédient dans des marchés à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès et même parfois dans les villes. Et on constate aussi que certains petits commerçants à l'intérieur du pays, notamment à l'intérieur du Sénégal, viennent se ravitailler auprès des Chinois. Et je pense que ça donne une autre allure au commerce sénégalais, entre guillemets. Il y a comme ça des grossistes, des intermédiaires, des détaillants, et tout ça facilité par les Chinois, puisque les commerçants libano-syriens n'avaient pas ce type de rapport avec les Sénégalais, et donc beaucoup de Sénégalais se sont retournés, comme vous l'avez dit, Patricia, vers ces Chinois, et donc il y a effectivement une partie de la population qui apprécie la présence chinoise, puisque ça leur permet déjà de travailler. Et puis quand vous dites qu'il fallait avoir des Sénégalais devant les boutiques, non seulement ces Sénégalais devant les boutiques servent d'intermédiaires parce que les Chinois ne maîtrisent pas les langues locales, mais c'est aussi une certaine sécurité parce que quand vous étalez vos produits comme ça le long de la rue, il faut bien sûr qu'il y ait des personnes qui assurent la sécurité. Et c'est aussi un travail, un emploi pour certains jeunes Sénégalais. Ces commerçants chinois offrent un emploi. Et tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais parmi les photos que j'ai montrées, on voyait une moto devant un magasin chinois. Eh bien, enfin, une moto, oui, une moto, ce sont bien sûr des personnes qui peuvent aussi délivrer des produits qui sont commandés par les Chinois. Donc, les Sénégalais trouvent aussi, enfin, je dis les Sénégalais, c'est aussi le cas, comme l'a dit Thierry, dans d'autres pays africains, le processus est le même. C'est-à-dire c'est un système qui est assez huilé. Il s'installe dans les grands boulevards. À Douala, je ne saurais pas vous dire le nom du boulevard, mais là aussi, je sais que c'est l'un des boulevards les plus fréquentés de Douala et il y avait beaucoup de boutiques chinoises. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment identique dans tous les pays. Enfin, déjà, ce sont les grandes villes et dans les grandes villes, ce sont les grands boulevards. Donc, il y a une recherche effectivement des stratégies qui est à faire auprès de ces populations, comment elles se renseignent pour choisir un boulevard et s'installer dans un boulevard qui n'était pas un boulevard commercial. Les allées du Centenaire, ce n'était pas un boulevard commercial. Il y avait quelques boutiques comme ça, une dizaine, guerre. Mais les Chinois ne sont pas allés à Sandaga, ne sont pas allés dans les grands centres commerciaux. Non, ils ont créé leur propre, si vous voulez, zone commerciale. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Je ne dirais pas créer ex nihilo, mais décide, en tout cas pour le cas de Dakar, de faire de cette rue une rue commerçante et une rue commerçante chinoise. Donc, ça change complètement la physionomie de ce quartier. Bon, certains n'apprécient pas hein, le bruit, la saleté. Oui, certains Sénégalais n'apprécient pas la présence chinoise, d'autres l'apprécient puisque ça leur permet de trouver quand même quelques activités pour survivre. Mais en tout cas, merci pour ces observations. On aurait pu aussi parler des impacts de la pêche
voilà, en Ouais. Afrique. Hein, Mm. voilà, puisque parler de la présence chinoise, c'est aussi dire les effets négatifs de cette présence, hein, notamment sur la faune, sur la flore, on le sait. Hein, combien les Chinois apprécient certains produits qui viennent de l'Afrique. On le sait, le braconnage. Les abalone, Oui, 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 non, ça. en Afrique du Sud, enfin Oui, bon, oui, il y a... oui, Et oui, ça, oui. c'est encore autre chose. Oui, c'est Mais- encore autre chose. Mais en tout cas, cette présence permet aussi justement voilà, l'exploitation des matières premières voilà, végétales, on le sait. Hein, les palmiers à huile au Cameroun, la noix d'acajou en Casamance, l'arachide, vous avez cité tout à l'heure. Donc, il y a un besoin, il faut nourrir une population et puis les activités chinoises sont très gourmandes en matières premières minérales et autres. Ouais, le problème n'est pas tant que les activités soient gourmandes, mais que la transformation de ces matières premières soit locale. Parce qu'à ce moment-là, vous avez le début d'un processus d'industrialisation. Or, actuellement, ce n'est pas du tout le cas, c'est de l'exportation du produit brut. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, on verra si dans les 15 ans ou 20 ans à venir, on assistera à l'émergence d'usines de transformation de matières premières alimentaires en Afrique, notamment la Casamance. Tout à l'heure, Thierry, vous avez parlé de la mangue. C'est que la Casamance, c'est quand même une zone de production de mangue au Sénégal. Est-ce qu'on aurait une usine de transformation pour fabriquer effectivement des jus de fruits, de la confiture et autres? Ce serait intéressant. Et ce n'est pas compliqué, je pense, hein, si les Chinois décident de le faire, mais ils gagneraient Ah ouais, à attendez, importer ces produits. excusez-moi, c'est pas si les Chinois décidaient de le faire, c'est si les Sénégalais décidaient de le faire. Et ça, c'est beaucoup plus important. Oui, bien sûr, dans le transfert des compétences, il faut que ça soit des deux côtés. Il faudrait que les Sénégalais exigent et que les Chinois acceptent, parce que dans le transfert des Non, compétences, attendez, je suis désolé, mais dans cette histoire, que ce soit des Chinois, des Français ou des Moldovalaques, c'est pas, c'est pas leur problème. Le problème, c'est pas, ils n'ont pas à accepter. Hein. Ils ont éventuellement à subir la décision des Sénégalais, hein, du gouvernement sénégalais, d'entreprendre une telle exploitation industrielle. Hein. Et c'est au gouvernement sénégalais éventuellement d'organiser une aide de financement si c'est nécessaire, mais pas attendre la décision ou le bon vouloir d'un entrepreneur étranger systématiquement. c'est sûr que les entrepreneurs étrangers, les Français ont eu le même comportement, les Occidentaux tous. Ah, mais c'est ce que j'ai Voilà, entendu. J'ai voilà. énuméré chinois, français, moldovalaques, la Moldova, la Chine n'existant pas ou n'existant plus, hein, précisément pour exprimer le fait hein, que ce n'était pas aux étrangers, hein, mais c'était bien aux Sénégalais. Parce que là, votre phrase, c'est si les Chinois sont d'accord. Non, non, non. Non, Ils attends, acceptent, hein, c'est tout. oui, mais Ils n'ont pas à être d'accord. oui, mais dans une relation de coopération, ici, les rapports de Attendez, force. écoutez, je suis désolé, c'est pas de la coopération, c'est du commerce. Oui, enfin, C'est coopération. du commerce sur un sol national, sur un pays, dans un pays. Donc, vous avez des règles du pays, hein, et vous venez faire du commerce, vous pliez aux règles. On n'est plus dans un temps, dirons-nous, de colonisation où l'étranger peut effectivement accepter que l'autre travaille avec lui. Non, on inverse, on doit inverser forcément les Oui, rapports de oui, force. mais les Et États si les vous États devez africains. si vous devez créer des bases industrielles, hein, vous avez certainement d'une part la main-d'œuvre et les capacités intellectuelles présentes sur le territoire sénégalais. Le problème, c'est d'arriver à les encadrer, à les aider, mais ça, c'est pas on ne doit pas compter sur les étrangers, quels qu'ils soient, on doit compter sur le gouvernement sénégalais pour organiser ça. Hein, Oui, c'est peut-être pas simple, mais je pense que c'est la bonne démarche de se dire il faut que les autres acceptent. Non, pas du tout. Hein. oui, oui. Alors, tout à l'heure, en venant, j'écoutais effectivement, puisque vous nous provoquez,
j'ai écouté les réactions par rapport à la position de notre président sur le Mercosur. Voyez-vous, Macron est en train de dire, tiens, je vais refuser. Moi, je pense que dans cette coopération économique, parce que c'est dans cette coopération économique que se déploient les activités commerciales, hein, les douanes, il y a beaucoup de, comme vous dites, beaucoup de règles, hein, qui encadrent les activités commerciales, et ces règles sont aussi incluses dans ce qu'on appelle les coopérations bilatérales, une coopération bilatérale d'État à État. Et je pense que les rapports de force, pour l'instant, ne sont pas du côté des Africains. Pour l'instant, les rapports de force ne sont pas du côté des Africains. Donc, les Chinois peuvent, dans certains cas, imposer des choses et les Africains ne pourront rien faire. C'est ça. Bien sûr, si on atteint une masse critique d'ingénieurs, si on atteint une masse critique d'intellectuels, peut-être qu'on pourra imposer. Voilà. Vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez. Ah non, du tout. Hein? Si, je suis d'accord. Je suis d'accord avec M. Perrault. Le potentiel intellectuel en Afrique est en moyenne très supérieur au potentiel intellectuel en Chine. Il y a combien d'universités, par exemple, au Sénégal ou au Mali? Écoutez, ce n'est pas le nombre d'universités et le nombre d'étudiants, parce que d'abord, vous pouvez avoir de bonnes universités et de mauvaises universités. Hein, c'est le nombre de personnes présentes sur un territoire donné et qui peuvent agir sur ce territoire. Bon. À l'heure actuelle, hein, vous avez, ne serait-ce que parce que les échanges vous n'avez jamais interrompu, du fait de la colonisation, disons-le, hein, des rapports avec les pays occidentaux, donc vous avez toujours été baigné dans un flux d'échanges intellectuels qui ont nourri, hein, les populations africaines. N'oubliez jamais que la Chine a coupé pendant une période assez longue et une période particulièrement dramatique la révolution culturelle. Et elle ne s'en est de fait pas encore remis. Bon. Donc, c'est un mythe que de croire qu'aujourd'hui, toute la science se trouve du côté chinois. Il y a effectivement des évolutions considérables qui sont dues à ce qui a été entrepris en Chine, en particulier dans le secteur, par exemple, des batteries ou des véhicules électriques. Hein. Mais il faut bien se rendre compte que vous avez bénéficié des rapports que vous avez maintenus après les indépendances, même si c'était dans une dépendance relative, hein, qui fait que vous avez un niveau conceptuel moyen, hein, qui est loin d'être négligeable. Vous avez ces ressources, elles sont là à votre disposition. Alors, si vous attendez que vous ayez quelqu'un, excusez-moi, qui doit vous donner un coup de pied au cul pour avancer, vous allez encore avoir des problèmes. Hein. Et je pense que vous avez les ressources. Hein. Et tout à l'heure, quand je parlais de cet ingénieur agronome qui avait été formé à Taïwan, hein, un Sénégalais, il n'est pas le seul. Vous avez des ressources. Ces ressources, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'absence de ressources intellectuelles, c'est l'absence de ressources financières aiguillées vers ce genre d'activité industrielle. Parce que si vous attendez que les Chinois viennent développer vos industries, les petites industries, qui sont en fait aujourd'hui productrices de produits que eux vous fournissent, vous allez attendre longtemps. Il n'y a aucune raison qu'ils vous donnent la possibilité de délocaliser leur chaîne de production si c'est pour leur faire leur concurrence. Et là, de ce point de vue-là, à la limite, vos meilleurs alliés, ce sont les anciennes puissances coloniales, parce que les cuvettes en plastique, ce n'est pas eux qui les fabriquent. Donc, si vous trouviez un gars qui veut fabriquer des cuvettes en plastique en Afrique, il ne se ferait pas concurrence avec son marché. Mais par contre, il y aurait peut-être possibilité. Donc, vous savez, il y a tout un rééquilibrage à faire et une façon de revoir les rapports qui se placent. Mais surtout, les capacités intellectuelles, elles sont présentes, hein, en Afrique. Vous avez un niveau éducatif. Vous savez que la moyenne des docteurs en France d'origine africaine est supérieure à la moyenne des docteurs français, de nationalité française. Donc, vous avez un capital. Et ce capital, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas à attendre que des gens extérieurs vous autorisent, vous donnent la permission, acceptent.
Hein, le bouquin exactement le numéro de la revue, de l'ancienne revue Tiers-Monde, la revue internationale des études de développement, que j'ai consacré avec euh, Folachat Dessoulé et Joe Yang sur l'agencéité africaine, hein, montre clairement que les Africains sont capables. Et également, un des articles que j'ai le mieux aimé, c'est l'article qui a été rédigé par cette Italienne avec une Chinoise, ou qui a fait un autre travail qui est paru dans l'ouvrage qu'on a co-dirigé avec Xavier, hein, où elle montre que, encore une fois, hein, la similitude des projets, elle est très relative. Hein, les pays africains peuvent intervenir. Et au Ghana, les zones économiques chinoises, hein, ce sont des zones ghanéennes. Les projets économiques chinois, ce sont des projets ghanéens d'abord. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer les capacités et l'agencéité de ces pays. Au contraire, il faut chercher à les booster, à les valoriser. Hein. Et à ce moment-là, effectivement, vous serez vraiment indépendant, pas seulement des anciennes puissances coloniales, mais des potentielles éventuelles nouvelles puissances coloniales. Hein, et que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Arabie saoudite hein, ou l'Inde, etc. Donc surtout pas de se voir comme étant des enfants. Non, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Alors, j'aime bien Très ce... rapidement, un peu, parce qu'on a dépassé Oui, l'horaire et oui, on oui, digresse totalement par rapport au sujet initial. Donc, oui, oui, j'ai Après, remarqué maintenant, d'ailleurs. Alors, très rapidement, Xavier, encore une fois de plus, merci de m'avoir permis d'échanger avec vous et puis des questions fort intéressantes de la part des collègues, des observations aussi qui méritent d'être voilà, revisitées. Je dirais tout simplement, j'apprécie la provocation de Thierry. L'histoire africaine est très complexe, elle est très complexe. La Chine a connu aussi une période coloniale, mais ce n'est pas pareil. Et puis comparer le Sénégal, qui a à peine 18 millions d'habitants, à la Chine qui a 1,4 milliard, ce n'est pas pareil. Et puis je pense que les Africains sont en train effectivement de se chercher. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont rompu avec la France, et avec tout ce qu'on peut dire. Si on avait eu le temps, on aurait pu parler de la Guinée qui, à un moment donné, a rompu avec la France. Et vous avez vu comment elle a vécu cette rupture. Samir Amin avait aussi beaucoup prôné cette déconnexion, mais on voit aussi ce que c'est. Et puis, vous parlez de ressources financières. Comment parler de ressources financières pour les États africains où 1 euro vaut 650 francs CFA. Donc, je pense qu'il faut aussi, je suis un afro-optimiste, je suis un afro-réaliste. Je pense que dans l'avenir de l'Afrique est en train de s'écrire. Et je pense que dans les années à venir, effectivement, les États africains, les intellectuels africains vont proposer des choses intéressantes. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas de tourner le dos à certains États, mais il faut vraiment construire une coopération économique qui est viable, qui est entre guillemets humaine, qui est éthique. Et ça, ce n'est pas facile dans une économie libérale où c'est l'argent qui compte. Et voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Et avoir une lecture comme ça, très binaire, les Africains ne sont pas courageux, ne sont pas optimistes. Je pense que ce n'est pas ça. On est dans une situation très complexe et je pense que chaque État est en train de proposer son modèle. Et on verra dans les années à venir quels sont les États qui vont s'en sortir. On le voit déjà, le Nigeria, l'Afrique du Sud sont en train de proposer des choses très intéressantes. Ok, effectivement, comme Xavier le signalait, les 2 heures sont passées. Ouais. Je vous remercie, Abdoul, pour votre intervention. Excusez éventuellement ma véhémence C'est bien, c'est bien. parfois. Et en tout cas, ben, je remercie tout le monde. La prochaine séance aura lieu le 3 décembre. Elle nous amènera sur des rivages un petit peu différents, puisque l'on parlera d'exploitation chinoise du vin en France. Hein. On n'a jamais mis les pieds sur le continent européen, je crois, depuis le début de ce séminaire. Ça sera une première. Hein. Donc, voilà, vous êtes invités tous à la prochaine séance. Merci. Au Merci, revoir. c'est moi qui vous remercie en tout cas pour
vos observations et vos questions. Merci Xavier, merci beaucoup Merci. et à bientôt. Oui, bonne journée. Au Merci, revoir. merci Xavier, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Au Patricia. revoir. Au revoir, Thierry. Au revoir. Allez, bon, bah, écoutez, alors je ferme, j'attends, je sors le premier en fermant la porte, hein. Voilà. Allez, au revoir.